Première femme à diriger la CSN, Claudette Carbonneau l'a fait pendant 9 ans, correctement gantée de velours. Cela complétait 4 décennies de vie syndicale amorcée dans les cuisines de l'hôpital Notre-Dame de Montréal, point de chute quand même surprenant pour une politologue formée à l'Université de Montréal. Sa piqûre militante, on la lui injecte dans son syndicat de base, dont elle gravit assez rapidement les échelons. Évidemment, elle est remarquée au Conseil central du Montréal Métro, cette tribune où, à peine 10 ans plus tôt, Michel Chartrand avait pu proférer ses dénonciations les plus colorées. Puis, l'énergie pro-justice sociale de la jeune femme, surtout en ce qui a trait à la condition féminine, fait en sorte qu'on lui déverrouille l'accès aux hautes sphères de la CSN. Pendant 11 ans, Claudette Carbonneau en sera la première vice-présidente avant d'en devenir la présidente. Elle aime répéter que sa grande fierté est d'avoir œuvré à un trio d'avancements sociaux parmi les meilleurs au monde. L'équité salariale dans les conventions collectives, le développement d'un service public de garderie et l'institution d'un système de congés parentaux. Si tout n'y est pas encore parfait, beaucoup a été accompli. Claudette Carbonneau, une grande militante dont le Québec a raison de s'enorgueillir. Mme Carbonneau, on vous connaît très bien pour avoir été la première femme présidente de la CSN, mais permettez-moi, on va repartir un peu plus loin en arrière, je l'ai dit au début de votre carrière, mais même avant ça, à partir de votre naissance, vous êtes né à Montréal. A priori, là, reconnaissons qu'il n'y a rien dans la vie qui me prédestinait à avoir eu la vie syndicale que j'ai connue. Pas du tout. Non, je n'avais pas de personnes syndiquées autour de moi. Okay. Pire encore, mon père était gérant chez Greenberg's. Greenberg's, mon Dieu, c'était pas un magasin chic, là. C'était un magasin populaire qui vendait des vêtements pour toute la famille, puis des fournitures de maison à prix populaire. C'est d'ailleurs pourquoi je retrouve toujours avec un certain plaisir, quand je passe au métro Bombien, cette belle fresque de Greenberg's rappelant les belles années de la Plaza Saint-Hubert. Ah oui. Écoutez, mon père était, oui, gérant, c'était quand même pas le propriétaire de la compagnie, pour être clair. Mais néanmoins, il dirigeait une vingtaine d'employés, pas syndiqués, puis à ma connaissance, qui n'avait jamais non plus tenté de se syndiquer. Disons que mon implication syndicale n'a jamais été une source de friction entre mon père et moi, mais en même temps, je n'en faisais pas le plus grand syndicaliste de la Terre. Soyons honnêtes. Et du côté de votre mère? Ma mère, ça c'est autre chose. C'est une femme au foyer, mais c'est une femme qui a du caractère. Elle est féministe avant l'heure, et puis c'est quelqu'un surtout qui se laisse absolument pas marcher sur les pieds. Alors écoutez, je vous raconte une petite anecdote. Là. Je pense que ça va assez bien décrire le personnage. On est en mars 76. Mon fils a à peine 1 mois. Il est aux prises avec une grosse otite. Et je dois appeler ma mère pour lui demander de venir le garder. Parce que je suis vice-présidente de mon syndicat et que je suis convoquée en cours parce que c'est la grève du Front commun et on risque une injonction pour limiter le nombre de critères.
Alors, venir regarder ma mère, aucun problème. Mais en même temps, elle s'était mise dans la tête d'appeler le juge pour lui passer tout un savon, parce que dans son esprit, là, convoquer une jeune mère de famille quand son avec bébé malade, là, ça ne se faisait pas. Alors, comprenez, là, j'en ai encore des sueurs froides à raconter ça aujourd'hui. Parce qu'elle l'a fait. Il m'a fallu énormément d'énergie pour la dissuader de le faire. Soyons clairs, ça n'avait rien arrangé à notre cause. Puis je vais m'en souvenir longtemps comme une des difficiles négociations que j'ai eu à faire dans ma vie. Est-ce que c'est quelque chose que vous retenez d'elle, ça? Outre son influence, sa détermination, son féminisme avant le temps, c'est pas le contexte familial qui vous a amené au... Non, c'est pas le contexte familial direct. Si je réfléchis aux allégeances politiques, par exemple, de mes parents, là, je suis obligée de dire qu'ils étaient probablement un petit peu en avant de leur temps. Dans le sens où mon père avait horreur de Duplessis, alors que c'était quand même un personnage très important dans le contexte ambiant. Et ma mère, il considérait qu'il y avait des politiques arriérées qui nous faisaient reculer, qui nous empêchaient d'avancer. Et ma mère, qui était définitivement plus nationaliste que mon père, néanmoins, votait libéral à l'époque, du moins avant l'arrivée au pouvoir du PQ. Alors, en ce sens-là, là, j'ai souvent entendu chez moi, sans que mon père lui en tienne trop rigueur, l'accuser de quand même voler son vote. Ouais. Et ensuite, vous êtes allé, vos études vous ont amené à réfléchir aux droits des femmes, oui, ou c'était... Il y a eu différentes choses. Quand je parle des allégeances politiques dans ma famille, je dois vous dire que mon grand-père maternel, qui habitait chez nous à l'époque, était définitivement le plus politisé de la famille. Okay. C'était quelqu'un qui avait travaillé à la mise en place de la ville de Maisonneuve. C'était un lecteur assidu du Devoir. C'était une personne fort intéressée par le personnage d'Henri Bourassa. Il votait pas pour Duplessis, lui. Non. Et je me souviens très bien qu'à l'époque, moi, je me levais tôt pour étudier. Et puis, on avait développé, mon grand-père et moi, tout un rituel de discussion autour du Devoir, autour des éditoriaux de Claude Ryan. Et puis, mon grand-père était quelqu'un de dépris réellement par la Révolution tranquille. Et il a travaillé beaucoup à me faire comprendre à quel point l'action collective avait quelque chose d'important, que c'était une source d'émancipation, que de mettre nos efforts, nos économies ensemble, c'est comme ça qu'on pouvait avancer. Alors, c'est une belle leçon de vie. Avec lui, je me suis sensibilisée à l'action politique et j'y ai vu une source d'émancipation, de justice sociale, parce que, disons-le, là, c'était très concret là, comme école. Derrière chacune des initiatives de la Révolution tranquille, je revoyais des scènes. C'était mon oncle, Antoine, qui a dû travailler jusqu'à 70 ans parce que c'était un petit salarié et qu'il n'y avait pas d'économie pour sa retraite. Okay. Alors, ça explique effectivement toute la mise en place de la Régie des rentes et ainsi de suite. Alors ça a été des années déterminante pour moi. C'est une école qui n'est pas théorique, là. C'était très concret, c'était votre oncle, c'était votre grand-père, c'est très concret. Ouais. Vous me parlez des études. Écoutez, mes parents étaient des gens qui étaient peu instruits, mais c'était tous les deux des gens profondément convaincus de l'importance de l'éducation comme vecteur de développement personnel. On est dans les années fin 50, début 60. Oui, exactement, exact. Alors, profondément convaincus de l'utilité de l'éducation et ils ont toujours considéré tous les deux que le plus bel héritage qu'ils pouvaient nous laisser à nous, les enfants, c'était de nous faire instruire.
Alors, voyez-vous, on était deux filles chez nous. OK. Et ma sœur et moi, on a commencé l'école bien avant la réforme parents. Les bonnes sœurs ont mis dans la tête de ma mère qu'on réussissait bien, puis que ça valait la peine de nous inscrire au collège pour y faire notre cours classique. Oh, c'était bien. Là. Alors là, je vais vous dire, mon père, c'était tout à fait un homme de sa génération. Il croyait en l'éducation, mais pour lui, pour une femme, c'était un diplôme d'infirmière. Ouais. C'était d'aller au business college, comme il disait, pour devenir secrétaire. Et ça, là, ma mère a réglé ça en 2 temps, 3 mouvements. Je l'entends presque encore lui dire, écoute, t'aurais eu 2 garçons, là, t'aurais rêvé pour eux de les envoyer à l'université. T'as 2 filles, ils sont capables et il n'y a pas de raison pour qu'ils aient moins que les gars que t'as fourrés. Et voilà. Ça, le dossier clos. Oui, le dossier était clos. Et donc, oui, on voit votre mère déterminée là, dans ce genre de paroles que vous rapportez. Mais donc, vous êtes allé faire votre cours classique qu'on appelait à l'époque. Oui. Je suis allé faire mon cours classique. J'ai fait ça à 2 endroits. Alors, d'abord au collège Marianne. C'était un collège relativement populaire au coin de Sauvé et Saint-Laurent. OK. C'était tenu par les Sœurs de Sainte-Anne. Et puis ensuite, je suis allé à Marguerite-Bourgeois. Et là, ce qui a motivé mon transfert entre les 2 collèges, c'est que le deuxième était passablement mieux organisé pour le théâtre. Et le théâtre, c'était ma passion. Alors, j'ai couru toutes les troupes de théâtre. J'ai fait du théâtre avec les gars du Collège Sainte-Marie à l'époque. Puis, c'était probablement un milieu plus ouvert, plus libéral. Et certainement que ça a joué dans mon choix de m'inscrire plus tard à l'université en sciences politiques. On voit presque l'influence de votre grand-père à partir de la lecture du devoir jusqu'à l'inscription en Sciences Po, là. En Sciences Po à l'Université de Montréal, je pense. À l'Université de Montréal, oui. On est en 68. La fin des années 60, c'est des années pleines d'effervescence. Ouais. C'est extrêmement brouillant, c'est exaltant. La contestation étudiante, Sciences Po, on saute dedans à un point tel qu'on faillit presque réussir à faire fermer définitivement le département. À le faire fermer. Oui, le faire fermer. Je pense que la direction considérait qu'on était en train de tout saccager notre année, qu'il n'y avait rien à faire avec nous. Alors, bon. J'étais encore étudiante. J'ai pris un emploi à la Compagnie des jeunes Canadiens et rapidement, je me suis retrouvé projeté dans le sud-ouest de Montréal, à Pointe-Saint-Charles, au milieu des groupes communautaires, des prêtres ouvriers, des conseils de quartier, comme animatrice sociale. Or, ce fut vraiment de bien belles années. Et ça, c'était votre premier emploi? Oui, premier emploi, non. Je me souviens d'avoir aussi, et ça, c'était vraiment mon premier emploi, travailler dans un endroit où on était syndiqués. Oui, j'étais rentré comme aide-malade à l'hôpital Saint-Luc. Et c'était en 1966, au moment de la grande grève provinciale. Et quelques semaines à peine après avoir commencé, on s'est retrouvés en grève. Moi, j'avais même pas eu le temps de signer une carte de syndicat. Et j'ai donc interrompu mon travail. Et je me souviens par après, ça m'a toujours marqué, d'avoir reçu un chèque de rétroactivité. Je me souviens qu'on gagnait 51 $ par semaine à ce moment-là. Et puis, l'adulte avait payé, le salaire avait augmenté jusqu'à 55 $. Puis là, j'avais rien fait, moi, dans le syndicat, mais j'ai quand même reçu ma rétro. Alors, je me suis dit que c'était quand même du monde qui faisait des choses utiles. C'est peut-être pas là la racine de votre implication dans les milieux syndicaux, mais ça vous a déjà donné une expérience de ce que ça pouvait, à tout le moins, de ce que ça pouvait faire. Positive. Oui.
de ce que pouvait faire le syndicat. Ça ne doit pas être très répandu, les syndicats, à ce moment-là, dans toutes les organisations à Montréal. Est-ce que le taux de syndicalisme, à ce moment-là... Ça commençait, il y avait eu une forte effervescence, dans le sens où, pour le syndicat dont je vais vous parler après, qui est devenu mon syndicat, celui d'Hôpital Notre-Dame, lui, s'était syndiqué dans les années 40. Okay. Mais ça, c'était rarissime à l'époque. Et le grand tournant a été ce qui a suivi la grève des infirmières de Sainte-Justine. Ça, c'est en 62. Et en 1964, il y a une grosse réforme du Code du travail. Et là, les syndicats dans le secteur hospitalier qui n'avaient absolument pas le droit de recourir à la grève obtiennent un véritable droit de négocier et un véritable droit de grève. Okay. Alors, s'en est suivi une montée assez rapide de la syndicalisation dans les hôpitaux de Montréal. Et ça vous a amené, vous devez le mentionner, justement au syndicat de l'hôpital Notre-Dame à l'époque. Oui, je pense que c'est en 1974. Je rentre à Notre-Dame sur une job à temps partiel, au service alimentaire, un peu entre deux jobs. Bien sûr, je connais l'existence des syndicats. J'en ai une connaissance toute théorique. Puis, disons-le, je charrie probablement les préjugés de la gang avec laquelle je me tenais. J'étais un petit peu convaincu que les leaders syndicaux, c'était probablement un petit peu pépère, un petit peu bureaucrate, qu'il fallait s'en méfier, ça pouvait freiner les luttes. Donc, c'était une image pas trop positive. Pas trop positive. Assez positive du syndicalisme en général, mais assez dubitative, disons, par rapport au poste des leaders syndicaux. Et là, j'arrive dans un syndicat, qui est le plus gros du secteur des affaires sociales affilié à la CSN. On est 3000 à l'époque. On a même les infirmières dans ce syndicat. Alors, c'est un vrai syndicat industriel. C'est un syndicat qui est très combatif, qui est très dynamique, qui est bien organisé, qui est très impliqué dans la centrale et qui a des préoccupations extrêmement larges, bien sûr, concernant les conditions de travail de ses membres, mais aussi, je dirais, concernant les politiques de santé, la qualité des soins, l'importance de défendre l'emploi, parce que, disons-le, là, le taux de chômage est encore élevé à l'époque. Mes premières implications remontent à un incident qui arrive dans mon département, un débrayage sur le tas. Les filles veulent obtenir la fin de semaine ou 15 jours. Et puis, bon, ça se règle, le boss prend l'engagement de négocier. Et là, le syndicat m'interpelle, m'invite à joindre l'équipe de négociation qui a documenté le dossier. Et oui, ça, j'accepte. Et je découvre du monde intéressant, du monde impliqué, tout le contraire là, de ce que je pouvais imaginer. Et bon, j'évolue dans ce syndicat-là. Et très rapidement, à cause de l'implication du syndicat au sein de la centrale, ben là, je suis appelé à connaître très rapidement toutes sortes de beaux mondes, là, les Gisèle Cartier, les Francine Lalonde, les Norbert Rodrigue, Marcel Pepin, etc. Et je découvre là, tout le contraire de ce que j'avais imaginé là, dans la vie, des gens qui croient aux luttes syndicales, mais croient à la nécessité de faire évoluer tout le monde en même temps, de maintenir une solidarité large, et ils croient que des luttes, ça se prépare, parce que quand on les enclenche, c'est sérieux, et il faut être en mesure de les gagner. Il faut être organisé. Et là, on me fait, sous toutes sortes de modes, la distinction entre c'est quoi le travail de mobilisation et c'est quoi l'atteinte d'un réel rapport de force. Alors ça, là, ça va me marquer pour toute ma vie.
fil en aiguille, je développe la piqûre et je prends les responsabilités syndicales. D'abord dans mon syndicat où je suis vice-présidente, puis présidente. Vice-présidente au syndicat local de cette syndicat local. Ensuite, je passe comme vice-présidente de la Fédération des affaires sociales. Et puis, par après, je suis élue secrétaire générale du Conseil central du Montréal métropolitain. Ce que je retiens, notamment de mon passage à la FSSS, Fédération de la santé, j'arrive là à l'occasion de la ronde de négociation de 1982, bref, là, la ronde des décrets, celle dont tout le monde se souvient, et qui est marquée par des reculs importants, là. Alors... ça, c'est le gouvernement Lévesque, là, qui avait parlé des décrets où on coupait 20 je pense. Oui, enfin, aux salariés les plus élevés, ils ont eu une coupure pendant 3 mois de 20 Okay. Oui. Écoutez, il y a eu, évidemment, des reculs au plan des conditions de travail, il y a eu des décrets de conventions collectives. C'est une époque grise-noire, là. Oh, oui, oui. Écoutez, 82, c'est quelque chose de marquant, c'est quelque chose de traumatisant pour le mouvement syndical et ça va laisser des séquelles pendant très longtemps. C'est la ronde où les salaires sont coupés par loi spéciale. On passe une loi pour diminuer à tout jamais la contribution des employeurs au fonds de pension des salariés et on va revoir le régime de négociation pour restreindre de façon importante le droit de grève dans le secteur public. Alors, c'est pas rien, là, comme arsenal. Il faut reconnaître que cette négociation-là, elle s'ouvre dans un contexte extrêmement particulier. Il y a au Québec une réelle crise économique d'envergure. Okay. Dans ce contexte-là, là, je me souviens qu'à la CSN, dans le secteur privé, on a perdu la moitié de nos effectifs, pas parce que le monde se désaffiliait, là, parce que les gens perdaient leur emploi et parce que les shops fermaient, là. C'était ça, la réalité. Alors, il faut comprendre que le secteur public avait entamé, depuis le premier Front commun de 72, toute une volonté d'améliorer ses conditions de travail, de rattrapage. Et disons que l'existence d'une crise économique qui frappe à l'ouverture d'une négociation, ça dérange un peu pas mal pas le meilleur la timing, planification. C'est loin d'être le meilleur timing. La réflexion que je fais sur cette époque-là, c'est que malheur de malheur, on a confondu la mobilisation et le rapport de force. Et au lieu de chercher une solution, mais pas une solution d'aplaventrisme, une solution qui permette de véritablement relancer la négociation, eh bien, on n'aboutit pas, on est un peu sur les breaks et au fond, on rate cette occasion-là. Je reconnais en même temps que le gouvernement est loin d'être aidant dans cette affaire-là. C'est surtout pas lui qui contribue à relancer la négociation, mais je garderai toujours comme leçon de cette période-là que, mon Dieu, que ça aurait été intéressant qu'on puisse développer un autre réflexe. Puis ce genre de proposition-là, qui aurait pu permettre de relancer la négociation, ben elle existait. Et elle a circulé beaucoup dans les comités de négociation et tant à la CSN qu'à l'intérieur du Front commun, il n'y a jamais eu moyen de développer un consensus autour de ça. C'est dommage, on n'a rien déposé et on a été décrété et c'est des reculs qui durent très longtemps dans les conditions de travail, dans les conditions d'exercice des droits syndicaux. Et voilà. Donnez-moi des pistes là, de qu'est-ce qu'on aurait pu faire. Ce qu'on aurait pu faire, ce qui circulait là, dans la proposition, c'était de chercher à s'entendre avec le gouvernement
sur une augmentation qu'on aurait, de part et d'autre, considérée comme étant adéquate, raisonnable, quitte à convenir qu'elle ne soit pas versée à ce moment-là, mais qu'elle commence à être versée au moment où on sortirait de la crise économique. Oui, parce qu'il y avait toute l'histoire du trou, là. Il y avait un trou budgétaire, je pense qu'on on invoquait. Ben, oui, il y avait un trou budgétaire. En fait, c'est que les rentrées de fonds gouvernementales n'étaient pas là. Le monde perdait leur job. Il y avait un chômage terrible au Québec. Donc, on aurait pu convenir que, oui, on s'entend sur des augmentations, mais on les reporte. On les reporte. On les reporte. Alors, ça a été toute la théorie du prêt au gouvernement. Il y a eu toutes sortes de débats entre nous, mais ça n'a jamais vraiment transpiré des comités de négociation. C'est un exemple. Je ne peux pas vous jurer que le gouvernement sera embarqué là-dedans, mais il y a des conjonctures où la responsabilité syndicale exige de se creuser la tête et de tenter de sortir des sentiers battus parce que les conséquences sont trop graves. Et en même temps, je vais être clair, là, je n'ai jamais pensé qu'il fallait dire bonjour, merci, tout est fini et on avale tout tel que nous le proposait le gouvernement. Non, vous n'êtes pas du genre à chercher une proposition qui permette de relancer la négociation et de sauver les meubles.